Pour eux, un enfant autiste, c'était pas pertinent qu'il soit à l'école, quoi. Pour eux, un enfant autiste, c'était un enfant, entre guillemets, malade, qui avait besoin de soins, point barre. Sauf que c'est aussi un enfant qui a besoin d'apprendre. Atypique et alors, un podcast pour entendre la vie avec un enfant autiste. Dans cette série audio, Brice Andloer part à la rencontre de parents pour raconter leur quotidien avec l'autisme. Et puis d'abord, on s'excuse pas, qu'est-ce qu'on dit? Je m'excuse. Non, qu'est-ce qu'on dit? Je suis désolée. Ouais, et ou encore, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Excuse-moi. Non, enfin bon, c'est pas ce que j'attendais, mais c'est pas grave. Hein. T'es en colère? Là, ici. Alors, je m'appelle Stéphanie, j'ai 50 ans. Je suis la maman de Noam, qui est un jeune garçon autiste de 19 ans. Voilà, merci. Hop. Alors, Noam a été diagnostiqué il a été diagnostiqué une première fois à l'âge de 2 ans et demi. Et de façon formelle, à l'hôpital, il a été diagnostiqué à l'âge de 5 ans et demi à peu près. Effectivement, un diagnostic formel à l'âge de 5 ans, c'est tard, mais bon, nous, on s'était rendu compte, bien évidemment, très très tôt, que bien des choses n'allaient pas dans le comportement de notre fils. C'est notre deuxième enfant, donc forcément, on avait aussi des points de comparaison. On n'avait aucun intérêt pour ses pairs, donc nous, les parents, en l'occurrence. Ne répondait pas à son prénom, avait des stéréotypies gestuelles, et puis évidemment le langage qui se développe pas du tout. Donc on a fait toutes ces démarches qui prennent beaucoup de temps, les rendez-vous à droite à gauche, c'est extrêmement long. Et puis donc on a eu rendez-vous une fois avec une psychologue qui nous a expliqué que Noam avait des traits autistiques. J'avoue que bizarrement, moi j'ai été soulagée d'avoir un diagnostic, même si ce diagnostic était assez terrible. Mais j'ai été soulagée d'avoir un diagnostic parce que je me suis dit, voilà, maintenant je sais, donc je vais pouvoir faire en sorte de lui apporter l'aide dont il a besoin justement pour pouvoir progresser. Il est jeune, tout est permis, on va pouvoir s'en sortir. J'ai beaucoup parlé avec des parents qui avaient des enfants plus âgés, donc j'ai pu me faire ma propre opinion et savoir qu'effectivement, il fallait absolument que je puisse lui donner accès à une prise en charge comportementale. C'est ce vers quoi on s'est tourné et que ça a été possible lorsque Noam a eu 6 ans. C'était parfait puisqu'en fait, il était quand même scolarisé déjà à l'époque en école maternelle. C'était bien évidemment hyper compliqué parce qu'il avait de gros troubles de comportement. À l'époque, on était donc avant la loi de 2005, donc tout ce qui concerne la scolarisation d'enfants en situation de handicap n'existait pas. À l'école, bien évidemment, avoir un enfant qui a de gros troubles de comportement, qui ne parle pas, qui ne s'intéresse pas à ses pairs, qui n'est pas capable de suivre une consigne très simple, qui bouge énormément, c'est compliqué à gérer. Donc, lorsque l'éducatrice a pu accompagner notre fils à l'école, elle a pu montrer un aspect de Noam positif, c'est-à-dire que Noam, finalement, oui, il est capable de faire ci, de faire ça, il est capable, lorsqu'on lui montre, lorsqu'on le guide, d'avoir une attitude tout à fait adaptée avec les enfants de son âge, commencer à jouer dans la cour de récré, suivre des consignes, et puis finalement, le regard sur Noam a changé grâce à elle. Doucement. Viens rester s'il te plaît. Tu vas chercher ton casque.
Noam a fait toute sa scolarité dans le milieu ordinaire, suite à ça. On a toujours tenu à ce qu'il soit scolarisé dans une école ordinaire avec des enfants ordinaires. Donc il a fallu bien évidemment batailler chaque rentrée pour qu'il puisse avoir une AVS, une auxiliaire de vie scolaire. On a eu en plus une chance assez extraordinaire d'avoir quelqu'un de très intelligent, d'extrêmement patient, qui l'a suivi durant toute sa scolarité, c'est-à-dire du CP jusqu'en fin de collège, en fin de troisième. Donc elle a pu guider les enseignants dans cette démarche. Voilà, ce dont Noam est capable aujourd'hui, il est capable de lire, d'écrire, de compter. Évidemment, quand il était tout petit et qu'au CMP, on nous a dit, écoutez, je ne sais pas si cet enfant sera capable un jour de parler. Pour nous, on se disait, mon Dieu, ça va être très dur. Mais donc on n'a pas lâché. On n'a pas lâché parce que il s'intéressait beaucoup. Moi, je le voyais. Il était souvent le nez plongé dans les livres, même s'il ne savait pas parler à l'époque. Il disait que quelques mots. Mais les livres, ça a toujours été quelque chose de très motivant pour lui. Donc je me disais que bon, voilà, on va s'appuyer quand même sur cet intérêt, pour pouvoir le faire évoluer. Et en fait, les lettres, tout ça. Il a quasiment appris à lire tout seul, en fait. Après, évidemment, on n'avait absolument aucune idée, et encore aujourd'hui, on n'a absolument aucune idée de ce qu'il sera capable de faire dans un mois, dans un an, et encore moins dans 10 ans. On est content qu'il ait pu avancer dans une école ordinaire, parmi des enfants ordinaires. On est absolument persuadé que ça lui a apporté beaucoup de choses. Parce qu'il a avancé souvent par imitation des comportements adaptés des autres enfants. Et puis, au-delà de ça, les enseignants qui se sont succédés au cours de sa scolarité, qui eux-mêmes n'étaient pas convaincus Pour eux, un enfant autiste, c'était pas pertinent qu'il soit à l'école, quoi. Pour eux, un enfant autiste, c'était un enfant, entre guillemets, malade, qui avait besoin de soins, point barre. Sauf que c'est aussi un enfant qui a besoin d'apprendre, comme tout autre enfant, et qui a besoin d'apprendre à lire, à compter, qui a besoin d'apprendre la musique, le sport, enfin, peu importe. Et comment se comporter au milieu d'autres enfants, en communauté, les règles, savoir les respecter, etc. Les enseignants qui n'étaient pas hyper tous bienveillants au départ, finalement, chaque année, nous ont dit « mais on est tellement ravis de l'avoir eu dans notre classe ». Parce que ça nous a ouvert, à nous aussi, un champ incroyable. Pour lui, on a dû adapter tel ou tel exercice en classe. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était bénéfique à d'autres enfants aussi dans la classe. Et puis, les autres enfants de la classe, finalement, ils ont tous été hyper bienveillants. On n'a eu quasiment jamais de problématiques, de moqueries ou quoi que ce soit. Finalement, ils l'ont vachement accepté. Et puis, je pense que voilà, pour eux, avoir un enfant différent dans leur classe, c'est quelque chose qu'ils garderont tout au long de leur vie dans leur tête, quoi. Parce que, effectivement, il y a des moments où Noam montrait, entre guillemets, ses faiblesses. Mais Noam avait aussi des compétences supérieures à eux dans d'autres domaines. En sport, par exemple, il était hyper habile quand ils ont fait du badminton, ou des choses comme ça. Et puis, tout ce qui est lettres, orthographe, grammaire, il était très compétent. Il y a un jeune garçon qui l'a suivi dans toutes les classes à l'école primaire, qui était très bienveillant à son égard et avec lequel il avait un petit peu plus de relations qu'avec les autres. Mais malheureusement, on n'a jamais pu travailler cette socialisation durant les récréations, donc ça ne lui a pas permis de se faire vraiment des copains. Mais cela dit, quand aujourd'hui, à l'âge de 19 ans, vous rencontrez des grands gaillards dans la rue qui font la démarche de traverser la rue pour venir vous voir en disant « mais c'est Noam, on le reconnaît, on était avec lui à l'école, comment est-ce qu'il va, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il devient ?» Franchement, moi je me dis voilà, ça c'est super, c'est génial.
Il y a eu des périodes assez compliquées et grâce aux prises en charge qu'il avait en parallèle, on a pu calmer ces périodes-là, donc ça lui a permis de rester à l'école. Les plus compliquées étant les dernières années au collège, où effectivement, pour lui, rester assis dans une classe, à apprendre, à faire des maths ou des choses comme ça avait plus de sens. Je crois que pour beaucoup d'adolescents, c'est le cas. Mais lui, tout est puissance 10. Il a fallu se battre pour ça. Parce qu'effectivement, tous les ans, vous devez présenter un projet de vie à l'Éducation nationale en disant, voilà, nous, notre projet, c'est qu'il reste dans le milieu ordinaire, donc qu'il passe en CM1, en CM2, puis en 6e, 5e, etc. Et oui, effectivement, il y a toujours des éléments qui font que... vous savez, il serait peut-être mieux dans un institut spécialisé où il pourrait recevoir des soins, etc. Ça, oui, évidemment, on l'a entendu. La plupart soit des médecins, soit des enseignants, enfin, tous les professionnels qui gravitent un petit peu autour du handicap sont un peu, effectivement, fatalistes. Ont peur aussi, peut-être, parfois, de donner de faux espoirs aux parents. De les préparer entre guillemets au pire pour que effectivement peut-être que voilà, chaque progrès ensuite est pour nous une victoire. Mais effectivement, il y a aussi entre guillemets, ils ne veulent pas avouer leur incompétence, quoi. Et ça n'est pas que l'enfant n'est pas capable d'apprendre, c'est comment moi je vais être en capacité de pouvoir lui apprendre. Et beaucoup d'enseignants, de ce fait, en disant mais moi voilà, il comprend rien, ce que je lui enseigne, c'est pas, ça rentre pas dans sa caboche, donc moi je peux rien faire pour lui, orientez-le. Nous en tant que parents, on n'a pas le choix de toute façon. On n'a pas le choix. Notre intérêt, entre guillemets, c'est qu'il puisse faire le maximum de choses. Et puis, on a notre vie devant nous. Hein. Donc, quand on se dit... et puis, en fait, c'est l'enfant qui nous conforte dans tout ça. Oui, on a des moments où on se dit « Oh là là, purée, c'est pas possible, ça, il n'arrivera jamais à le faire, c'est la cata, faut le booster, faut l'obliger. Oui, allez, toi aussi, tu vas t'y mettre, tu vas faire la vaisselle. Bon, ok, la vaisselle, elle va pas être très très bien faite dans les premiers temps, et puis petit à petit, voilà, il va... Et ça, c'est rien au départ, mais... c'est un petit caillou sur le chemin de l'autonomie, quoi. En fait, il a arrêté sa scolarité en fin de collège, donc en fin de 3e, pour une simple et bonne raison, c'est que derrière, on n'avait absolument rien qui nous était proposé, qui puisse être adaptable, en fait, à nos âmes. Ça a été la pire de nos années, en fait, suite à ça. On n'a pas du tout anticipé, on s'imaginait pas du tout, et en fait, le fait qu'il ait arrêté l'école, ça a été très, très perturbant pour lui. Du coup, du jour au lendemain, il s'est retrouvé à ne plus rien faire, donc à tourner en rond. Et l'ennui et l'inactivité, c'est le début de tous les maux, on va dire. Donc là, on a été confronté à de gros troubles de comportement. Bon, il a fait une dépression, je pense, qui n'a pas été diagnostiquée tout de suite, mais il a fait une véritable dépression. Il a énormément régressé, donc a refusé de manger seul. Il fallait qu'on lui donne à manger à la petite cuillère. Enfin, ça a été vraiment une année cauchemardesque. Donc c'est là où on s'est dit, oui, effectivement, l'école, finalement, il était content. Là, on a une piste où il serait possible qu'il aille faire du bénévolat à la SPA. Donc, comme
voilà, son intérêt principal et motivant pour lui, ce sont les animaux. Les animaux, ils ont un avantage pour Noam, c'est qu'ils ne lui parlent pas. La parole est quelque chose d'assez intrusif pour Noam. Mais c'est aussi, voilà, les animaux n'ont pas d'attente particulière, ils sont drôles, voilà, donc il a toujours adoré. Bon, ce qui a toujours été drôle, c'est que les animaux qui étaient plutôt craintifs ou rétifs avec lui, un pauvre chat, leur tourner dans tous les sens, lui tirer les poils, la queue, enfin tout, et le chat ne disait absolument rien, alors que nous, on n'était pas capable de l'approcher, le chat, enfin. Donc voilà, je pense il a un rapport privilégié avec les animaux, donc pour qu'il puisse avancer sur une voie de professionnalisation, on s'est dit qu'il fallait absolument s'appuyer sur sa motivation principale. Avoir un enfant différent, ça révolutionne tout. Moi, je suis agent de voyage. J'ai dû revoir mes exigences en matière de profession parce que j'ai dû passer en temps partiel depuis des années. Donc forcément, quelqu'un qui travaille en temps partiel, c'est pas forcément quelqu'un dans une entreprise qui va prendre des responsabilités ou qu'on va faire avancer. Donc voilà, j'ai mis de côté cette partie-là de ma vie, point barre. Mais j'ai eu de la chance, malgré tout, de pouvoir conserver mon emploi, parce que nombreux parents sont obligés, malheureusement, de s'arrêter. Et puis, il y a aussi la fratrie. La fratrie qui en prend un bon coup aussi. Les frères et sœurs de l'enfant qui est porteur de handicap. Parce que forcément, eux aussi, leur rôle, entre guillemets, n'est pas évident au sein de la famille. C'est-à-dire que oui, la priorité sera toujours l'enfant qui a besoin, parce qu'il est en difficulté, parce que il faut porter toute notre attention sur un enfant qui peut se mettre en danger, etc., etc. Enfin, le cocon familial habituel, il n'existe pas quand il y a un enfant en situation de handicap. Il y a des jours où je cours travailler. J'aime beaucoup mon travail, mais bon, si j'étais millionnaire, je m'en passerais. Mais il y a des jours où, effectivement, je cours travailler parce que ça me permet de changer complètement d'atmosphère, de me vider l'esprit, de me concentrer sur le client qui préfère avoir une douchette plutôt qu'un pommeau accroché. Voilà, ça c'est des petites bêtises, mais qui nous permettent effectivement de complètement se vider l'esprit. Sinon, non, j'ai pas le temps pour aller faire du sport, j'ai pas le temps pour aller me faire les ongles, j'ai pas le temps pour... Donc, les moments où je prends un petit peu de temps pour moi, c'est aller boire un café, quand il fait beau, me mettre à une terrasse et lire un petit bouquin que je vais mettre 3 ans à lire parce que je m'arrête au chapitre 2 et puis je le reprends 6 mois plus tard. Voilà. Mais oui, c'est forcément on a peu de temps pour soi, mais on essaye. Voilà, on essaye... de chaque petit moment, chaque petit quart d'heure qu'on peut s'octroyer, c'est du bénéfice. Et puis finalement, ça nous permet de mieux apprécier la valeur des choses, de ces moments-là. Voilà. On se fixe pas ni d'objectif à court terme parce que c'est juste impossible, mais on se fixe pas non plus de limite à long terme pour tout essayer de toutes les façons possibles et imaginables. La prise de distance, elle est impossible actuellement. Actuellement, elle est impossible. Mais on travaille à ce qu'elle soit possible un jour. Si c'est pas à 20 ans, ou à 25 ans, ou à 30 ans, ça sera à 40. J'espère.
C'était le 3e épisode d'Atypique et alors. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce podcast est produit par Marine Lisambert, d'Originelle, et réalisé par Brice Andloer. Un grand merci à Stéphanie de s'être livrée aussi sincèrement sur son parcours et sa vie. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'autisme en France, vous trouverez beaucoup d'articles, vidéos et témoignages sur notre site originelle.fr. Nous avons par exemple mis en ligne une série de vidéos « J'ai testé pour vous ». On vous y explique comment bien préparer une sortie à la piscine, au cinéma ou au supermarché avec une personne autiste. Vous pouvez partager cet épisode autour de vous, nous suivre et communiquer avec nous sur les réseaux sociaux. À bientôt pour le prochain épisode.